Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur PDC TV, votre chaîne préférée. 28 ans après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, père fondateur du PDC RDA, nous sommes sur cette terre à Yamoussoukro. Bienvenue. À Yamoussoukro, nous recevons un homme, lui, Monsieur Engelbert Kouassi, écrivain. Bonjour, Monsieur Kouassi. Bonjour, madame. Oui, auteur de la Côte d'Ivoire, comme si elle n'avait pas existé. Bienvenue sur PDC TV. Merci. Pour les Ivoiriens, c'est qui M. Engelbert Kouassi? Bien, Monsieur Engelbert Kouassi est un citoyen normal, un citoyen ivoirien. Je suis cadre de l'administration. Je suis en fonction à Yamoussoukro. Je suis le DAF de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Ah, vous êtes notable. Monsieur Engelbert, pourquoi avoir écrit cet ouvrage, La Côte d'Ivoire, comme si elle n'avait pas existé? Je crois que dans notre vie à chacun, nous devons laisser quelque chose à la postérité. Je ne veux pas être prétentieux, mais tous les grands auteurs, tous les grands hommes ont commencé petits pour grandir. Et je pense que pour le peu de temps qui m'a été permis de vivre, et surtout particulièrement en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont passées à un moment donné de notre vie qu'il m'a paru nécessaire de relever et de faire comprendre à mes compatriotes et surtout à ceux qui nous gouvernent que nous les regardons. Que même si on n'a pas souvent la possibilité de les rencontrer pour parler, il y a une autre façon de s'adresser à eux. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Effectivement, vous relatez les vécus. On parle de la belle époque de la Côte d'Ivoire. Que vous avez intitulé Le Départ. Et ensuite, la crise économique de 80 à 90. Les difficultés du président Houphouët-Boigny. L'entrée en scène du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que tout ça vous rappelle? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer à ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire n'avait pas existé? Mais effectivement, notre histoire récente, notre histoire moderne, comme on aime à le dire, le président Houphouët-Boigny est le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, celle qui commence depuis notre indépendance. Elle est marquée par trois époques. Celle de 60 à 80, où nous avons connu pratiquement le boom économique, qui a été à maintes fois qualifié de miracle ivoirien. Et à cette période, nous vivons dans une période de paix. Même, comme on le dit souvent, si la paix est une quête perpétuelle quotidienne, malgré quelques heures, parce qu'il y a eu quand même quelques difficultés avec les Sanwi, après avec les Guébiers, mais d'une manière générale, la Côte d'Ivoire a vécu en paix. Et ce qui a permis au président Houphouët-Boigny et à ses compagnons de réaliser ce qu'ils ont réalisé. Et puis, de 1980 à 90, les choses ont commencé à être difficiles parce que la crise économique a pointé son nez. Et comme nos pays sous-développés n'ont pas les moyens de leur politique, nous vendons des produits dont nous ne fixons pas les prix. Nous achetons des produits dont les prix nous sont fixés. Imposés. Donc vous voyez que dans un contexte comme ça, quand le président Houphouët-Boigny, après avoir lutté pendant des décennies, s'est rendu compte que son combat était pratiquement, n'a pas eu d'effet, il a commencé à être virulent. Il a cessé d'être diplomate, d'être le sage comme on le disait. Donc il a commencé à devenir vif. Il a retrouvé sa verve de jeunesse. Et quand il a commencé à être direct avec les Occidentaux, quand il leur dit qu'on ne peut pas nous parler de loi de marché quand nous ne sommes pas des pays à niveau de développement égal, ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est là que commencent les difficultés. Les difficultés étaient déjà en cours. Oui. Et lui, il a tiré l'attention sur l'injustice dont les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, étaient victimes. Et ça, vous savez que les Occidentaux n'aiment pas beaucoup qu'on leur rappelle, ils n'aiment pas le rappel à l'ordre, ils n'aiment pas le rappel à l'ordre. Et ça ils ont dit, bon, ben, comme ce vieux que nous avons soutenu jusqu'à maintenant parce qu'il était docile commence à se rebeller, il faut qu'on lui montre ce que nous savons faire. Et voilà, la période a commencé, ils ont commencé à le coincer. Oui. Voilà. Et là, on est à l'acte 2 où
la chute du vieux crocodile. Tout à fait. Oui, le président de la République, le président Houphouët, comme tout homme, nous avons toujours... Bon, nous l'aimions tellement qu'à un moment donné, on a cru qu'il était immortel. Je vous assure que le 7 décembre 1993, lorsqu'on annonce le décès du président Houphouët-Boigny, même les plus vieilles personnes ne pouvaient pas s'imaginer. Oui, c'était inimaginable, incroyable. J'ai un de mes oncles qui m'a dit qu'il est venu s'asseoir au milieu de son salon, il a mis ses 2 mains sur la tête, il a appelé sa femme et puis il lui a dit, on dit Houphouët est mort. Avec tout l'argent qu'il a, il n'a pas pu acheter la mort. On le croyait immortel. Donc en fait. nous autres, on n'est rien. Bon, pour vous dire jusqu'à quel point on vénérait l'individu, au point de penser que rien ne pouvait lui arriver, encore moins la mort. Donc quand le vieux meurt, et surtout que sa mort a été précédée par des querelles intestines en interne, parce qu'au moment où le président Houphouët-Boigny mourait, la difficulté que le pays vivait ne se situait pas avec les opposants. C'était interne au PDCI, la lutte des successions. Oui, mais il y a eu, avant son décès, il y a eu l'entrée en scène d'Alassane Ouattara. Oui, Ouattara est arrivé en scène parce que les circonstances ont mis le président Houphouët au pied du mur. On lui a demandé, il a été sommé de prendre quelqu'un qui n'était certainement pas du sérail. Bon, donc il n'avait pas le choix. Et à ce stade-là, vous savez, quand on gouverne et qu'on n'a plus les coudées franches, bon, ce qui doit arriver, arrive. Quand on parle de la lutte de la succession, j'ai envie de vous demander, il ne devrait pas avoir de lutte puisque la constitution ivoirienne avait déjà prévu. Pourquoi il y a eu la lutte? Ben, ça, c'est dans la nature des hommes. Et vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Si chacun d'entre nous faisait le travail qu'il avait à faire en application des règles, des lois que nous nous fixons, nous aurons moins de problèmes. Mais notre difficulté dans les pays sous-développés, ce qui fait notre problème principal, je parle surtout de la Côte d'Ivoire que je connais le mieux, c'est que l'on se fixe des règles qu'on ne veut pas appliquer. Sinon, normalement, il ne devait pas avoir de lutte, puisque les textes étaient clairs. Mais qu'est-ce que vous voulez, les hommes sont ce qu'ils sont. Donc le non-respect de la Constitution date de 1995. Date de longtemps. De longtemps. Voilà. Et on sait qui a envoyé ce dysfonctionnement, parce que jusque-là, tout se passait dans l'ordre en fait. Ben oui, vous savez que l'ordre ne vaut que par ceux qui sont amenés à le faire respecter. Maintenant, si ceux qui sont appelés à le faire eux-mêmes dévient, vous comprenez qu'à partir de ce moment, nous sommes laissés à la merci de n'importe quel aventurier. Oui, et on va dire aussi que l'opposition ivoirienne est rentrée en scène avec la remise en cause de l'ordre constitutionnel. L'opposition en a tiré profit. Qu'est-ce que vous vous dites à ce niveau-là? L'opposition, qu'est-ce que vous attendez d'une opposition? Une opposition attend qu'un pouvoir en place soit déliquescent, qu'un pouvoir en place se désagrège pour tirer profit. Mais eux-mêmes, les opposants, à la limite, sont prêts à provoquer cela au niveau du parti qui est au pouvoir. Alors, si vous qui êtes au pouvoir, vous leur offrez l'opportunité de vous taper dessus, mais pourquoi vous voulez qu'ils hésitent? Mais ils le font à cœur joie. Voilà. Après, il y a eu la transition militaire. Mais avant ça, il y a eu le coup d'État de 1999. Ce fameux coup d'État qui a plongé la Côte d'Ivoire dans un chaos, qui a dérangé, on va dire, définitivement l'ordre constitutionnel. Parce qu'un coup d'État, c'est un coup d'État. Vous savez que le coup d'État, il était, bon, je ne dis pas qu'il était prévisible, mais l'odeur nauséabonde du coup d'État était dans l'air depuis 1995. Je ne sais pas si vous vous rappelez, et je l'ai écrit, le président Bédié a limogé le chef d'état-major de l'armée la veille de l'élection présidentielle. C'est pour dire que déjà, à ce moment-là, il y avait des suspicions de coup d'État. Et lorsque la situation en 1999 se désagrège, c'est le même qu'on retrouve. Et quand on me dit que le général Gueye dit qu'il a été contraint
et que les jeunes gens sont allés à la limite le prendre au collet pour qu'ils viennent être leur porte-flambeau. Oui. J'ai dit, on n'est pas obligé d'accepter un cadeau que vous ne voulez pas. Qui ne nous arrange pas. Voilà. Et là, je vois, à la page 69, vous dites ce soir-là, le général avait expliqué ne rien avoir avec ce qui se passait. Tout à fait. Parce que lui-même avait été pris en otage par les jeunes militaires qui sont allés le chercher dans son village, à Kabakouma, à plus de 650 km d'Abidjan, pour venir occuper un pouvoir laissé vacant. Il renchérit qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'État. Parce qu'on ne peut pas faire un coup d'État sans l'autorisation de la France, des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Ça, je ne vais que citer le général Gueye. Tous ceux qui ont suivi et qui ont retenu, c'est exactement ce qu'il a dit. Lui, il n'a rien à voir avec le coup d'État. On est allé le chercher, on dit viens occuper un pouvoir vacant. Effectivement, on peut dire que le pouvoir était vacant, parce qu'un État ne peut pas se permettre d'être sans voix pendant 24 heures. Ouais. Notre pays est resté pratiquement presque 72 heures sans radio, sans télévision. Parce que ces organes étaient occupés par les jeunes mutins. Et le jour que nous voyons, on les ouvre, c'est d'autres voix qu'on entend. C'est pour nous dire que à partir de cet instant, si j'ai bonne mémoire, le président Bédié n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Bon, on a tous souri. Parce qu'on pensait à un jeu. Non, j'ai dit, mais attendez. C'est pas possible. Le général Gueye pense que quoi? Nous sommes là quand même en Côte d'Ivoire, là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, attends, comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, Bédié n'est plus président. Ben, vous voyez, les choses, quand on dit que souvent, les petites causes produisent les grands effets, voilà une situation à laquelle personne ne s'attendait et qui nous a tous surpris. Et puis, jusqu'au soir, jusqu'au lendemain, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'avait plus rien à faire. On était devant une situation établie. Et à ce niveau-là, c'est là que la situation, comment on appelle, la position des opposants devient intéressante. Parce que lorsque le coup d'État a lieu, il y a un seul qui a le courage de son opinion. Oui. Le professeur Vaudier. Oui. Parce que constitutionnaliste, oui. Opposant indécrottable qu'il a toujours été, mais il est dans l'obligation de ne pas trahir sa formation, sa fonction. Il dit qu'il n'est pas d'accord, que c'est un coup d'État, que ça n'avait pas lieu d'être. Mais malheureusement, soit les autres n'ont pas réagi. En règle générale, lorsque les militaires arrivent au pouvoir, les premières déclarations sont sincères. Oui, on a dit que leurs déclarations, les premières sont sincères, parce qu'effectivement, ils entendent remettre de l'ordre. Mais le problème qui se pose, c'est lorsqu'ils commencent à prendre goût au pouvoir, alors ça devient difficile, c'est-à-dire qu'ils commencent à devenir plus politiciens que les politiciens. Alors vous comprenez qu'une activité que vous ne maîtrisez pas, lorsque vous voulez y entrer et vous incruster, ça devient difficile, vous perdez, vous n'avez pas de repères, et puis voilà, on assiste à des catastrophes. C'est le cas de Robert Gueye et de sa chute. Ben, je crois. Le PDCI est une grosse machine, comme on le dit. Mais oui. Et c'est pour ça que souvent, quand j'entends des gens dire qu'il y a trop de palabres au sein du parti, mais on ne peut pas avoir une grande famille comme celle-là et avoir toujours... La paix. Non, mais ça montre la vitalité surtout. La vitalité du parti. On ne peut pas être dans une grande famille comme ça et puis il y a toujours la paix. Non, ça veut dire que si cela arrivait, ça voudrait dire qu'il y a ceux qui décident et ceux qui acceptent sans broncher. C'est ça. Et des hommes intelligents qui vivent entre eux ne peuvent pas toujours dire oui. Et vous allez voir que chaque fois qu'il y aura des histoires, c'est que celui qui a l'habitude de dire oui a dit pour une fois non. Non. Voilà. Moi je sais, j'ai assisté à certaines réunions de certains partis politiques, mais ce n'est pas pour faire la fine bouche, mais au PDCI, vous pouvez rentrer à une réunion du PDCI, dire tout ce que vous voulez, insulter le président Bédié, insulter qui vous voulez. Vous sortez, vous allez chez vous. Ce n'est pas le cas dans les autres partis. Non. Vous n'osez même pas dire un certain nombre de choses. D'abord, on va vous arrêter sur place pour vous empêcher de terminer votre phrase. Et puis, par la suite, ce qui peut arriver,
vous arriverez. Mais au PDCI... C'est l'expression de la démocratie, voilà, le PDCI. Voilà. Donc, quand c'est l'expression de la démocratie, comment on appelle, se caractérise aussi par la liberté d'être d'accord, de ne pas être d'accord, de marquer son point de vue. Ce qu'on demande, c'est que lorsque les désaccords interviennent, puisque le parti est structuré, que ces désaccords se règlent à l'intérieur du parti, à travers les organes, plutôt que de se répandre maintenant surtout sur les réseaux sociaux et dans la presse, dans les médias. C'est ça qui n'est pas bien. Voilà. Sinon, on ne peut pas être... dès que vous êtes plus de deux, il y a toujours la possibilité qu'il y ait un désaccord quelque part. Et là, après Robert Gueye, Laurent Gbagbo rentre en scène avec son élection. Tout à fait. Et sa gestion du pouvoir. Bon, vous savez, avec du recul, on se rend compte que le président Gbagbo a eu beaucoup de problèmes. Oui. Il a eu véritablement beaucoup de problèmes. On a été à un moment donné très dur avec lui parce que pendant longtemps, il a fustigé tous les pouvoirs. Maintenant, pour ce qui concerne les problèmes de la crise qui est arrivée, le coup d'État transformé en rébellion, bon, vous savez, c'est la difficulté dans nos pays. Les hommes politiques, ils ne sont pas sincères. Bon, c'est vrai qu'on sait qu'ils n'ont jamais été sincères. C'est des gens qui ont des logiques qui vont au-delà du raisonnement normal du citoyen lambda. Et c'est peut-être pour ça qu'ils arrivent à nous avoir. Mais les difficultés qu'il a eues, je peux dire qu'elles étaient inévitables. Elles étaient inévitables parce que la situation sociopolitique qui avait commencé à se dégrader n'avait pas retrouvé le calme, n'avait pas retrouvé la sérénité. Et l'élection elle-même, comme il le dit lui-même, il a été élu dans des conditions calamiteuses, donc qui ont laissé de grosses cicatrices, de grosses plaies dans le milieu. Voilà. On a un problème dans nos pays, c'est qu'on n'arrive pas à laisser nos égos et nous faire bloc quand la République est en danger. C'est pourquoi, quand il y a des coups d'État, certains félicitent. Quand il y a des rébellions, certains félicitent. Sinon, si on avait cette capacité de dire que la République est en danger, le pays est en danger, on fait bloc derrière celui qui gouverne. Une fois que le danger, on a réussi à l'écarter, à partir de ce moment, on revient à nos bagarres habituelles. Donc voilà un peu la situation. Donc le président Gbagbo s'est retrouvé dans cette situation. Dieu merci, on a pris le temps qu'il fallait pour organiser les élections, puisque il fallait qu'on organise les élections à un moment ou à un autre. Et je pose la question dans le livre, est-ce que les élections constituent nécessairement et indubitablement la solution à tous les problèmes politiques en Afrique? Chaque fois qu'il y a un problème, allons aux élections. Et c'est parce qu'ils savent que dans la précipitation, en allant aux élections, ils vont pouvoir glisser dans les lignes leurs hommes qui vont venir pour continuer, pour perpétuer ce qui a déjà été commencé et qui souvent est à l'origine de la déstabilisation qui a cours. Voilà. Donc le président Gbagbo, il était bien obligé à un moment donné de régler le problème, d'organiser les élections et non plus comme nos lois l'imposent, mais selon ce que la communauté internationale a voulu. Voilà. On sait tout ce qui s'est passé avec cette communauté internationale. Oui, on sait ce qui s'est passé. Vous en avez longuement parlé dans l'ouvrage. Vous parlez des élections présidentielles avec le président Gbagbo. Vous parlez de la campagne. Vous parlez même du débat télévisé du 26 novembre 2010. Vous parlez de beaucoup de choses. On ne pourra pas tout expliquer ici. Mais il faut dire que l'ouvrage est facile à lire. Merci bien. Facile à lire. Et j'encourage les jeunes qui n'ont pas vécu cette époque-là de prendre ce livre-là parce qu'il est facile. Moi, je l'ai lu en une journée. Il est facile à lire et on apprend beaucoup. Je voudrais vous dire merci. Et votre dernier mot, parce que malgré tout ce qui s'est passé, le PDCI a résisté. Le PDCI a géré, a perdu la gestion du pays et résiste dans l'espoir. Parce que là, vous dites constat d'année de chaos et espoir d'un retour au paradis perdu. Oui. Cette partie-là, pour conclure, j'aimerais que vous nous expliquiez l'espoir d'un retour au paradis perdu. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est le retour du PDCI aux affaires.
Ce serait notre souhait à nous tous. C'est notre souhait à nous tous que le PDCI revienne pour redonner cet espoir aux Ivoiriens. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont retrouvé leur espoir. Oui. Avec le pouvoir actuel, c'était on retrouvait leur espoir. Pendant que d'autres perdent l'espoir. Mais pendant que d'autres ne l'ont pas encore même perçu à distance. Mais vous savez, ce que je voudrais dire pour terminer, comme vous l'avez si bien dit, on a l'habitude de dire que nous n'avons pas écrit notre histoire depuis les indépendances et que c'est les autres qui l'ont écrite, qui l'ont tronquée, ils ont galvaudé un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de corriger cet état des faits. Vous-même, quand vous regardez autour de vous, quand vous écoutez les Ivoiriens, quand vous les regardez dans leur comportement, est-ce qu'on ressemble à un pays qui connaît une instabilité depuis plus d'une trentaine d'années? Non du tout. Ça veut dire qu'il faut que nous écrivions et que nous relevions ces choses-là pour que les jeunes générations, que nous devons encourager à lire, apprennent à connaître l'histoire récente de leur pays. Quand je dis comme si hier n'avait pas existé, c'est pour rappeler aux hommes qui nous dirigent qu'il ne faut pas qu'ils pensent que nous sommes amnésiques. Oui, surtout. Qu'à la limite qu'on ne comprend rien, on comprend. Et comme je l'ai dit tantôt, ou si je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant, nous n'avons pas tous la possibilité de participer aux décisions. Notre façon de faire comprendre ce que nous ressentons, c'est d'écrire, de faire savoir que quand à côté d'eux, nous sommes là et qu'ils doivent tenir compte de notre avis, de nous, qui sommes les arguments qu'ils utilisent pour arriver au pouvoir. Je l'ai dit, souvent même ils disent que nous sommes leur raison de vivre, que c'est grâce à nous que leur cœur bat. Alors quand votre cœur bat pour quelque chose, il ne faut pas banaliser, il ne faut pas maltraiter, il ne faut pas détruire cette chose-là. Or, de façon générale, quand on regarde dans leur agissement, dans leur comportement de tous les jours, 80% des actions qu'ils posent contribuent à faire du mal à 80%, plus de 90% de la population. Donc, ce livre, qui n'a rien fait d'extraordinaire que de relater, relever les faits sur une période donnée, parce qu'à ce moment-là, on peut... c'est clair. Ce que j'ai dit, celui qui n'est pas d'accord, il peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas me dire que les faits n'ont pas existé. Oui. Et que les acteurs que j'ai cités ne sont pas ceux qui ont animé, qui ont été, comment on appelle, qui étaient sur la scène politique. Voilà, donc qui étaient sur la scène politique. Donc aujourd'hui, pour vous dire la vérité, en dernier mot, c'est que nous demandons à nos hommes politiques de s'occuper de nous, de s'occuper des Ivoiriens, de faire en sorte que nous ne tournions pas le dos à la politique. Parce que de plus en plus, vous voyez que dans les pays occidentaux, en Europe, de moins en moins les gens vont voter. Parce qu'ils sont tous fatigués de l'inconstance des hommes politiques. Aujourd'hui, ce que nous demandons à nos hommes politiques, si tant est qu'il est que la politique doit être la seule voie par laquelle on dirige un pays, on les supplie qu'ils prennent le soin de s'occuper de ceux qu'ils dirigent, de ceux qui gouvernent. Nous sommes leur raison de vivre, mais eux, ils n'ont pas notre raison de vivre. Voilà. Vous l'avez bien dit, nous sommes les raisons de vivre. Voilà. Où se procurer ce livre avant? Bon, en principe, le livre est dans toutes les librairies. Il faut en déposer à la maison du parti pour que la jeune génération s'en inspire. Ah ça, je vous remercie pour la proposition. Merci. Et soyez sûr que je vais m'y atteler très rapidement. Merci. Merci de nous avoir reçus dans votre somptueux jardin. Et nous avons apprécié ces moments-là. J'espère que vous, téléspectateurs de PDCI TV, sympathisants du PDCI RDA, vous avez pris du plaisir avec nous. À très bientôt pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.